Bonjour Albert Serra. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette entrevue à Thessalonique. Votre dernier film, Liberté, s'ouvre sur le récit détaillé à l'extrême d'une scène de torture lentement décrite par un jeune aristocrate. Les mots sont très inquiétants et de mauvais augure. Or, par la suite, malgré des scènes terribles, on n'atteindra pas ce degré de violence que propose le langage. Est-ce pour vous une façon de placer le langage au-dessus du reste, de dire qu'il suffit d'énoncer pour que les choses soient, comme avec Don Quichotte dans votre premier film? Oui, surtout de mettre en valeur dans le cinéma le pouvoir de la parole. Parce que ça a été réduit, je pense, dans le cinéma d'aujourd'hui, parce que souvent comme illustration je sais pas, de l'argument, les conflits dramatiques, etc. Alors, les gens, c'est paradoxe, même des amis à moi, ils n'écoutent plus le dialogue parce qu'ils sont tellement habitués à ça, à avoir des dialogues qui sont fonctionnels que ça va toujours avec l'image. Alors, quand un dialogue il a une fonction un peu plus poétique, un peu plus ludique, un peu plus, je sais pas, des contrepoints avec les images, des contrepoints avec les personnages qui est un peu dans limite de la cohérence ou qui en même temps, c'est ça, c'est utilisé pour suggérer des images qu'on ne peut pas tourner pour des raisons évidentes. Non, les gens, je ne sais pas, ils sont un peu, aujourd'hui, ils sont un peu désorientés et ils ne comprennent pas exactement pourquoi ces dialogues sont là. Une femme dans Liberté crie à son amant « Je m'ennuie ». Oui. Ces libertins, anti-religieux par définition, tenant particulièrement à jouir des plaisirs terrestres, ne redoutent-ils pas paradoxalement le vide existentiel? Et n'y a-t-il pas en cela une réaffirmation possible du sentiment religieux? Je ne sais pas, ça c'est difficile à répondre. Il y a une absence, ça c'est clair. Ou il y a un manque, non? Un manque je sais pas, de quelque chose qui va nous compléter totalement. Peut-être, je pense que c'est plus lié à ça, à la friction qu'il y a aujourd'hui dans la communion des corps, etc., non, que c'est devenu à cause de la vanité, à cause de beaucoup de choses, de plus en plus difficile de trouver l'harmonie des corps, non, comme on pouvait l'imaginer si jamais ça existait. Mais en tout cas, bon, l'utopie du libertinage, c'est une possible réponse. Aussi dans l'harmonie ou la félicité qu'on peut trouver dans les structures familières, non, complètement heureuses, ça pourrait être une autre alternative. Mais bon, depuis le XXe siècle, après Freud, tout ça, c'est très difficile à penser qu'on peut résoudre ces problèmes d'une façon si facile. Les films commencent avec ça, commencent avec une petite perversion gratuite, une petite perversion utopique, mais après, non, l'arbitrariété, la vraie désespération de le désir qui n'est jamais assouvi, non? Et dès qu'on pense que le désir est satisfait, non, il n'est plus. Non, on a besoin encore une autre étape. Des visages épis dans les broussailles, d'autres apparaissent de profil dans un arc de lumière, comme au travers d'une serrure. On entend aussi souvent des phrases comme « Regardez-moi, je vous laisse regarder, voulez-vous aller les voir ?» Si l'on considère que c'est peut-être une métaphore du cinéma, dans quelle position cela place-t-il le spectateur, le forçant notamment à être voyeur? Et quelle est votre conception de ce qu'est un spectateur? Bon, dans ce film, il y a la totale confusion du voyeur qui sont certains personnages, le voyeur qui est le réalisateur lui-même, en attendant qu'il y a des choses qui se passent dans le tournage avec les acteurs, pas comme personnages, mais comme acteurs, non? Donner la liberté que j'ai, ma façon de tourner basée sur l'incommunication, etc. Et finalement, les voyeurs même qui sont les spectateurs. Alors, dans ce film, ça c'est possible, non? Où tout est confus, tout est partagé, et même les personnages du film les personnages du film arrivent à regarder les spectateurs eux-mêmes. Et bon, dans cet aller-retour, je crois qu'il y a une promiscuité du regard, comme vous disiez, intéressant, et surtout pour la confusion que ça provoque, et surtout parce que cette confusion, c'est ça, c'est lié aussi, comme j'ai dit avant, à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on imagine, non? Et il y a une espèce de fusion entre le regard du spectateur, le regard du réalisateur et le regard du personnage, et le regard des acteurs. Alors, moi j'aime ça et je trouve que c'est le point
du point de vue de l'originalité, c'est le point le plus original du film et qui peut-être le rend un peu à part des autres films. Ne torturez-vous pas un peu ce spectateur de vos films, soit en le coinçant dans l'espace par un huis clos ou par des paysages dont l'immensité est annulée par l'aplatissement de l'image, soit en le coinçant dans le temps par des séquences d'une durée, disons, inhabituellement longue? Moi, je ne pense pas qu'il soit torturé, au contraire. Mais je pense que je lui donne du plaisir en lui donnant la possibilité de vivre un morceau de vie dans un espace concret, dans une période de temps assez réduite, avec une intensité beaucoup plus forte que si on est dans une narration plus disperse, plus diverse, avec beaucoup d'espace. Ça peut être, je ne sais pas, je pense plus forte que dans des autres circonstances. Pour moi, ce n'est pas une torture, hein, c'est une ouverture à une façon de sentir différente. Dans ces compositions picturales, dans cette organisation extrême de l'espace, quelle place tiennent les acteurs? Quelle est leur liberté d'improvisation et de déclinaison? Et quelle relation entretenez-vous avec eux? Comment les dirigez-vous? Les acteurs, pour moi, c'est la partie la plus importante du film. C'est la seule chose sur laquelle je m'occupe et je concentre toute mon attention pendant le tournage. J'oublie le côté technique, j'essaie d'éviter le maximum de me communiquer avec les techniciens. J'essaie aussi d'éviter de me communiquer avec les acteurs pour vraiment me concentrer, pas pour échanger, mais pour me concentrer sur eux, pour poser vraiment mon regard le plus généreux et le plus précis possible. Parfois, trouver cet espace, c'est difficile, ça n'arrive pas tout de suite. Ça doit être trouvé avec un peu de tension, mais quand ils sont là, c'est que du plaisir. J'ai travaillé avec des acteurs professionnels, avec des acteurs non professionnels, et des gens qui venaient de lieux ou un background, de background très différents, je ne sais pas comment dire en français. Et tous ont arrivé à avoir beaucoup plus de plaisir en fait que s'ils étaient dans un tournage conventionnel. Mais je pense que vraiment dans mes films et dans mes rapports avec les acteurs, il y a une espèce de bonheur difficile à créer d'une autre façon parce que c'est basé sur l'extrême respect, mais en même temps, extrême respect, mais en même temps, extrême indifférence, non? Parce que l'objectif artistique est au-delà de moi, non? Alors il y a quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus fort, et qui nous oblige à être très très généreux. J'ai une admiration totale, c'est très difficile d'être acteur. Imaginez-vous aussi avec la nudité. Vous pouvez imaginer la tension qui crée la nudité seulement. Ça touche vraiment l'intimité, ça t'empêche d'avoir le contraire de ton propre image, un contrôle absolu de ton propre image. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs professionnels ils ne voulaient pas, ils ne feraient jamais des films. La plupart, en fait, je pense, d'acteurs professionnels, ils ne voudraient jamais faire des films avec nudité. Parce que c'est beaucoup plus difficile. Alors, toute mon admiration va vers les acteurs qui ont travaillé dans la liberté parce qu'ils ont été très généreux sur un sujet, sur une partie de sa personnalité, que c'est sa relation avec son propre corps, très difficile et qui touche vraiment ça, l'intimité dans la façon la plus profonde, surtout à niveau graphique de l'image. Vous qui n'aimez pas la répétition, vous renouvelez régulièrement votre fidélité à certains de vos acteurs, comme Luis Serrat Massanellas. Comment évoluez-vous ensemble? Quelle est votre progression de part et d'autre? Je pense que, par exemple, lui en concret, il a déjà une poésie involontaire sur son visage, sur ses réactions, que ça va jamais mourir. C'est par hasard que ça a été encadré ou que l'art a pu se profiter de cette innocence et de cette qualité naturelle qu'il a. Mais ce n'est même pas moi, c'est pour le bonheur des spectateurs. Je ne cherche rien, tout est trouvé là. Comme disait Picasso, je ne cherche pas, je trouve.
Donc ça, dans ces cas, c'est arrivé comme ça. Quels sont vos projets en cours? Y a-t-il des thèmes, des sujets que vous souhaiteriez aborder? Oui, j'ai du projet sur le monde contemporain maintenant. C'est vraiment intéressant. C'est sur le monde de l'art contemporain, sur un peu la question de qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être artiste, quelle est la relation de l'artiste avec le monde, quelles sont les différences spirituelles entre un artiste et les gens normaux ou les bourgeois. C'est autour de qu'est-ce que ça signifie le succès, qu'est-ce que c'est l'authenticité, beaucoup de questions sur ça, sur le rôle de l'art dans le monde d'aujourd'hui, de l'art et de l'artiste. Et l'autre, c'est un mélodrame. C'est un mélodrame qui va parler un peu du croisement, très contemporain aussi, de l'amour et l'intérêt. Et on va essayer de voir si l'amour, désintéressé, innocent, romantique, c'est encore possible dans le monde de l'information, dans le monde du calcul, où on peut prévoir un peu les effets de tout ce qu'on fait, ou non, ou c'est simplement impossible, ou oui, non, je ne sais pas. Normalement, avant, quand on rentrait dans une histoire d'amour, on rentrait vers l'inconnu. Aujourd'hui, il y a un peu moins de mystère parce qu'on a trop des infos des autres. Et on rentre dans des territoires un peu plus prévisibles ou un peu plus manipulables. Et on va voir qu'est-ce que ça donne l'amour aujourd'hui. Eh bien, merci Monsieur Serra, muchas gracias. Merci à vous. Et puis, bonne vie à Liberté et surtout à vos projets futurs. D'accord, merci.